vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Comportement et conditionnement. L'un des fondements historiques des thérapies comportementales et cognitives réside dans le courant behavioriste, qui a marqué une étape décisive dans l'étude scientifique du comportement humain. Ce courant repose sur l'hypothèse selon laquelle tout comportement, y compris émotionnel, peut s'expliquer par des lois d'apprentissage observables et reproductibles. Dès lors, les émotions ne sont plus abordées comme des vécus intérieurs, porteurs de sens, mais comme des réponses adaptatives à des stimulations environnementales. Le conditionnement répondant, tel qu'il a été mis en lumière par les premières expérimentations de la psychologie animale, montre qu'un stimulus initialement neutre peut, par association répétée avec une stimulation émotionnellement significative, provoquer une réponse émotionnelle conditionnée. De ce fait, certaines peurs, colère ou tristesse peuvent être comprises comme le résultat d'apprentissages précoces ou répétés, qui continuent à produire leurs effets de manière automatique dans la vie adulte. Le conditionnement opérant, quant à lui, insiste sur les conséquences du comportement. Si une réponse émotionnelle, comme l'évitement d'une situation anxiogène, est suivie d'un soulagement, elle tendra à se reproduire. Ainsi, les émotions sont influencées, renforcées, inhibées ou entretenues en fonction de leurs effets immédiats. Le modèle comportemental met en évidence la plasticité de l'être humain et ouvre la voie à des interventions précises et ciblées. Désensibilisation, exposition, renforcement différentiel, restructuration progressive du comportement. Ce que ces modèles ont apporté est indéniable. Ils ont permis de comprendre les mécanismes de la phobie, de l'obsession, du stress conditionné et de nombreuses formes de mal-être affectif. Ils ont également fondé des protocoles thérapeutiques efficaces, centrés sur la régulation et la modification des comportements problématiques. Néanmoins, ces modèles s'en tiennent à une description fonctionnelle. Ils ne se préoccupent pas du sens profond de la réaction, ni de sa place dans la trajectoire de l'individu. En réduisant l'émotion à une réaction apprise, ces approches risquent de passer à côté de ce que l'émotion contient d'unique, de symbolique, de spirituel. Elles considèrent le symptôme comme une cible et non comme un langage. Le danger, dans cette logique, serait de traiter l'être humain comme un système d'entrée et de sortie, au lieu de le reconnaître comme un être en devenir, porteur d'une histoire plus vaste que sa biographie actuelle. L'émotion conditionnée dans la lumière du karma. L'anthroposophie, à l'inverse, invite à interroger le sens même de l'émotion. Elle ne conteste pas l'existence de conditionnements, ni leur effet concret sur le comportement. Toutefois, elle propose une lecture plus profonde de ces conditionnements eux-mêmes. Car si une émotion se répète dans certaines situations, si une peur se manifeste sans raison apparente, si une réaction affective dépasse la mesure du contexte, il est légitime de se demander d'où elle vient réellement. Dans cette optique, l'émotion n'est pas simplement acquise par association. Elle est l'écho d'un vécu antérieur, souvent enraciné dans la mémoire de l'âme. Cette mémoire n'est pas seulement celle de l'enfance ou de l'environnement, mais celle d'un parcours spirituel, marqué par des expériences, des engagements, des dettes, des blessures ou des apprentissages issus de vies précédentes. Le karma agit ici comme une trame invisible, où chaque émotion devient la résonance d'un mouvement plus vaste. Ainsi, une réaction de rejet face à une personne, un trouble panique inexpliqué, une mélancolie persistante, peuvent être envisagés comme des appels du destin. L'émotion, même dans sa forme la plus douloureuse, est une invitation à la conscience. Elle indique
une zone d'ombre à éclairer, une mémoire à transformer, une force à rediriger. Et elle n'est pas un artefact de l'apprentissage, mais une empreinte vivante du chemin que l'âme poursuit dans la matière. Dès lors, les conditionnements ne sont plus des déterminismes à effacer, mais des signes à comprendre. Ce que la psychologie appelle renforcement peut être vu comme la répétition d'une attitude karmique. Ce que l'on nomme évitement peut être lu comme une fuite face à une expérience encore non intégrée. L'objectif dans cette perspective n'est pas seulement de modifier le comportement, mais de réveiller le moi afin qu'il transforme le corps astral et oriente et réoriente l'expérience. Par conséquent, les lois d'apprentissage et de renforcement conservent leur validité, mais elles doivent être replacées dans une dynamique évolutive, car l'homme n'est pas qu'un organisme réactif, il est un être libre en devenir. Ce que l'on appelle le conditionnement peut être transcendé, dès lors que le moi, éclairé par la conscience, en saisit la signification profonde et choisit d'agir en conséquence. Ce passage du comportement au sens, de l'émotion au karma, ouvre une perspective nouvelle, celle d'une thérapie qui ne se contente pas de corriger, mais qui accompagne la transformation. Là où le behaviorisme cherche l'efficacité, l'anthroposophie cherche l'éveil. Ces deux démarches ne s'excluent pas, elles se répondent. Encore faut-il les articuler, afin que l'acte thérapeutique devienne à la fois rigoureux et porteur de sens.